Ok, bonjour à tous. Du coup, je pense qu'on va commencer. Ça va, ça sort bien. Du coup, on est là aujourd'hui dans le cadre du salon Anatura, donc, qui est un salon qui a été créé par les étudiants IEGB à la base, qui faisait partie d'une UE, d'une formation de gestion de projet, et qui s'est beaucoup développé depuis et qui est devenu donc le carrefour des métiers et formations avec le temps. Et donc, voilà, on est ici présent là pour une table ronde qui se nomme du changement dans les champs et qui va parler du coup de la transition agroécologique. Donc, moi, je suis Arthur, je suis étudiant en deuxième année de master IEGB et j'animerai cette table ronde avec tous nos intervenants qui sont écrits ici, qui vont se présenter après. Je vais juste voilà, vous parler un peu du contexte de la table ronde. Donc nous, on a voulu faire cette table ronde parce pour nous, c'est un enjeu assez prégnant, l'agroécologie et son rapport un peu avec la biodiversité parce que il y a beaucoup d'espèces inféodées au milieu cultivé qui disparaissent. Donc, il y a notamment le stock et le suivi temporel des oiseaux communs qui a fait beaucoup d'inventaires sur le suivi de ces oiseaux-là et qui a démontré qu'il y a une régression d'environ 30% des oiseaux qui sont inféodés à ces milieux-là. Et donc, pour nous, c'est un sujet qui est hyper important et on le voit avec l'actualité aussi qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment au niveau de l'agriculture et d'allier un peu agriculture et biodiversité. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Et donc, je vais maintenant, oui, ah non, je voulais aussi remercier donc mes collègues Louis et Anaël qui ont beaucoup participé à la organisation et la préparation de cette table ronde et qui ne peuvent pas être là malheureusement aujourd'hui. Mais voilà, je les remercie chaleureusement pour leur aide pour la table ronde. Et donc maintenant, je vais laisser les intervenants commencer. On peut peut-être commencer par toi. Je me présente, je m'appelle Paul Lichet, j'ai repris une exploitation agricole il y a 2 ans dans le Minervois, qui est composée de plusieurs cultures, dont viticole, céréalière et plantes aromatiques. Voilà, par rapport à la présentation. Ah, ok. Ok. Je sais pas ce que je préfère. Les deux. Moi, c'est Théo Guerminet, donc je suis doctorant depuis une semaine. Et donc, j'ai fait le master Darwin, aussi à la fac des sciences, euh, donc qui porte sur des questions plutôt de génétique et d'écologie. Et ensuite, j'ai fait une formation, oui, j'ai suivi une formation plus sur les politiques alimentaires. Et je sais pas si je suis trop près du micro. Ok, très bien. Politique, innovation et politique pour une alimentation durable, donc j'ai fait ça après. Et maintenant, je travaille sur la question de semences, du coup, qui mêle un peu les deux, donc la génétique et des questions très politiques et de biodiversité. Bonjour, bonsoir plutôt. Moi, c'est Sébastien Blache, donc je fais partie de la ferme du Grand Laval. Euh, je laisserai présenter Elsa la ferme à ce moment-là. Voilà. Bonsoir, je suis Elsa Gartner, donc associée à Sébastien Blache à la ferme du Grand Laval. Donc c'est une ferme dans la plaine de Valence de 50 hectares en polyculture, polyélevage. Grande culture, arbo, élevage de poules pondeuses et de brebis viandes en bio et avec plein d'infrastructures agroécologiques et une intégration du vivant. Bonsoir, moi c'est Cristiano Marinucci, expert technico-scientifique au SEN, en agroécologie, pardon, au SEN Occitanie, Conservatoire d'espaces naturels. Bonsoir, Catherine Dieterlin. Moi, je suis administratrice à l'association Terre de Liens Languedoc-Roussillon, qui est une association qui s'occupe d'acheter des terres agricoles pour les préserver en tant que terres agricoles et soutenir, développer l'agriculture paysanne. Merci. Et du coup, pour introduire le sujet, on voulait commencer peut-être par une définition de l'agroécologie. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que c'est l'agroécologie? Je sais qu'il y a beaucoup peut-être de définitions différentes, mais est-ce que quelqu'un veut se lancer dans la définition de l'agroécologie?
Sébastien, est-ce que tu veux... Ah, Théo, tu peux essayer, hein, il n'y a pas de C'est pas, j'ai pas du tout préparé ça. Mais vous question compléterez. piège. Euh, du coup, pour moi, je dirais l'agroécologie, c'est une manière de protéger notre alimentation euh, en cohérence avec notre environnement, enfin, adapté aux conditions locales, que ce soit les conditions sociales, économiques, environnementales. Si d'autres personnes veulent compléter. D'accord avec ce que dit Théo? Tous? C'est pas mal, ouais, c'est bien. Ouais. Ok, super. Eh ben, écoutez, on peut commencer du coup avec la première question qui est quelles solutions agroécologiques sont en place, par qui et comment, qu'est-ce qui est mis en œuvre en gros en termes d'agroécologie en France et ailleurs potentiellement, hein. Et donc, peut-être on peut commencer par Elsa, si tu veux parler de... Moi, je vais parler principalement de ma ferme, pas en France ou ailleurs, mais de ce que nous, on vit, qui est un exemple parmi d'autres. Euh, je pense que pour résumer la ferme, d'un point de vue agroécologique, ce serait de dire que nous, on est parti, enfin, Sébastien est parti il y a 20 ans d'une grande parcelle de maïs en conventionnel, une monoculture, hein, enfin, c'était vraiment un bloc. Et on est aujourd'hui à 2 sur 50 hectares de polyculture, polyélevage. Donc, on a diversifié. Donc, déjà, le fait de diversifier un écosystème agricole va permettre de diversifier des habitats et d'amener une richesse en termes de biodiversité qui vit sur la ferme. Après, il y a une diversification des habitats qui va permettre mais on en parlera peut-être tout à l'heure, plus une diversité, une robustesse économique et une robustesse de la ferme en elle-même. C'est-à-dire que par le fait d'avoir de multiples ateliers, donc que ce soit là dans notre cas, nous on fait des oléagineux, des légumes secs, des fruits et des œufs, de la viande d'agneau. S'il y a une culture qui loupe, par exemple le colza, on a raté le colza cette année, bah, c'est pas un problème parce que le tournesol a marché, les lentilles ont marché, les pois chiches, les haricots ont marché. Et donc économiquement, et puis en termes de pouvoir nourrir un bassin de vie, ça marche. Et après, l'autre pendant du modèle en agroécologie, ça va être une autonomie en termes de fertilisation. Donc, nous, les brebis, elles ne sont pas là parce qu'on veut vendre de la viande d'agneau à la base, elles sont là parce qu'on veut du fumier. Les poules, elles ne sont pas là parce qu'on veut vendre des œufs, elles sont là parce qu'on veut du fumier pour le verger. L'œuf, c'est un coproduit, c'est super coproduit. Et la brebis, la viande de brebis, d'agneau, c'est un super coproduit. Et donc, en fait, quand on commence à réfléchir comme ça, chaque élément qui est en place dans la ferme a une place, un rôle. Rien n'est là par hasard. Des fois, il y a des trucs qui sont là par hasard, mais on leur trouve toujours quand même un rôle parce que s'ils sont là, c'est que finalement, il y a eu un besoin à un moment donné. Voilà, donc la brebis, en fait, elle va nous permettre de passer après une moisson, de déchaumer, avant de passer un outil pour déchaumer. Donc elles vont réduire aussi la quantité de passage d'outils qu'on peut passer. Elles fertilisent, donc l'autonomie par rapport aux fertilisants qui est pas rien dans le monde agricole. Voilà, donc ça c'est résumé vite fait sur Super. l'aspect agroécologie de... Merci. Est-ce que Théo, tu veux compléter un peu ce que dit Elsa? Allez. Oui, avec ça, du coup. Donc pour rebondir sur la dimension du coup, de la diversité de ce qu'on peut produire sur une ferme, euh, ouais, je dirais que, enfin, du coup, du coup, la question, c'est les solutions Ouais, mais c'est un peu toutes agroécologiques. les Ouais. solutions qui peuvent être mises en place. Bah, du coup, un peu
euh, aussi dans cette idée-là de enfin, la diversité qui permet plus de résilience, qui permet enfin, de répondre plusieurs besoins, à faire une diversité de produits au niveau de la ferme. Du coup, on peut penser ça en termes d'espèces. Donc, on va avoir, par exemple, si on a un verger, on va avoir une diversité d'espèces de fruitiers, mais aussi au niveau intraspécifique. Donc, à l'intérieur de l'espèce, on va avoir une diversité génétique, on peut avoir plusieurs variétés. Et ces variétés-là aussi, elles vont pouvoir répondre différemment à l'environnement, aux questions, enfin, à des aléas environnementaux. Euh, Elles permettent une meilleure stabilité des rendements, éviter de propagation de maladies, etc. Et, et du coup, il y a notamment ce qu'on appelle les semences paysannes. Donc, c'est un, ouais, je me mélange les pinceaux. Mais en gros, enfin, l'idée, c'est de pouvoir multiplier enfin, de pouvoir conserver de la diversité intraspécifique hein, pour pouvoir garder, enfin, pouvoir enfin, avoir un certain. Euh, euh, je suis désolé. Je... Une- Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, du coup, un pool de diversité. Et donc, pour maintenir donc, cette diversité-là, il y a des organisations qui se sont mises en place, donc, en France, notamment depuis le début du siècle, là, donc en réponse notamment aux EGM, qui sont apparus en 91 à peu près, euh, et, euh, et aussi à des interdictions du gouvernement à multiplier les semences à la fin du XXe siècle. Et donc le réseau Semences Paysannes, donc, qui est une organisation nationale et qui rassemble une diversité de collectifs locaux et qui a pour objectif de conserver donc, la diversité des plantes cultivées en France. Euh, et du coup, ça, en les stockant, en les multipliant, en les échangeant, en les valorisant, et en faisant ça donc en lien avec des partenaires locaux, des collectivités. Donc c'est aussi une innovation, enfin, je sais pas si on peut dire innovation, mais une solution un peu organisationnelle qui va permettre de conserver la diversité cultivée et pour répondre enfin, qui s'intègre dans les démarches agroécologiques. Super, merci. Est-ce que Cristiano, tu nous parles un peu de ce que tu vois au conservatoire avec les agriculteurs avec qui tu travailles? Bon, alors d'abord, je dirais que les solutions sont infinies hein, et sont liées strictement au contexte de chaque ferme, de chaque situation. Donc, les solutions sont nombreuses. Justement, ça peut aller de la diversifier sa production, diversifier les poules génétiques, intégrer les milieux naturels, maximiser, optimiser les services écosystémiques, etc. Donc, et pour faire ça, il y a voilà, vraiment un tas de techniques. Euh, Nombreuses techniques dont certaines remontent déjà à nos ancêtres hein, et d'autres sont, on peut les rechercher par contre chez les ancêtres d'autres populations, on va dire d'autres civilisations qui ne sont pas la nôtre européenne. Et donc déjà ça c'est pour dire que les solutions il y en a et il faut juste presser un peu les méninges pour expérimenter et les trouver. Et nous au conservatoire, après, voilà, donc de ces plans plus général, je viens plus dans les spécifiques, dans ce qu'on fait nous au Seine. On a créé un pôle agroécologique il y a 4 ans, justement avec l'intention déjà de... je remercie Sébastien parce qu'il m'a filé les termes là tout à l'heure pour réensauvager les fermes. Et c'est-à-dire voilà, réintroduire déjà la biodiversité sur l'exploitation agricole, tout en gardant bien évidemment la viabilité économique de l'exploitation comme objectif principal, hein, en milieu agricole au moins. Et pour faire ça, voilà, on a différents programmes qu'on met en place. Depuis, il y a un programme qui s'appelle Biodivo, financé par les départements, qui date de 2012. Et c'est grâce d'ailleurs à des viticulteurs de l'IGP Côte des Tongs que ce programme qui est né.
En fait, c'est né de la volonté de ces viticulteurs de réintroduire la biodiversité sur leur exploitation. Et ils ont fait appel à différents acteurs, la Chambre, le département, l'Agence de l'eau, les conservatoires et j'en passe, et pour être accompagnés. Et c'est comme ça qu'un consortium s'est créé avec la Fédération Héroltais des IGP, les SEN, donc les conservatoires d'espaces naturels, et la Chambre d'agriculture 34, avec les financements du département, financements qui proviennent de la taxe, ah, taxe, taxe d'aménagement naturel, exact, sur les ANS, les espaces naturels sensibles. Et voilà, et donc ces programmes consistaient à faire un diagnostic des infrastructures agroécologiques présentes sur l'exploitation. Petit aparté, les infrastructures agroécologiques sont justement toutes ces structures qui ne sont pas productives, mais qui permettent à la biodiversité de s'installer, de circuler, de se reproduire sous la ferme ou de se réfugier, de trouver un refuge pour rester sous la ferme. Et donc, après ces diagnostics qualitatifs et quantitatifs, ben, on formule des préconisations d'aménagement pour recréer des couloirs, des corridors écologiques ou créer voilà, des bandes enherbées, des haies, restaurer des mares, créer des mares ou faire des aménagements pour la rétention de l'eau, vu que l'eau, dernièrement, ça devient une question cruciale ici. Voilà, depuis quelques moments, on fait quelques actions aussi dans le sens de l'hydrologie régénérative, donc pour améliorer la gestion de l'eau des surfaces, on va dire, pluviale. Et voilà, ça, c'en est un. Depuis le début, on a fait plus de 150 plans d'aménagement. On a créé 40 mares, quelques dizaines de haies. Et les préconisations peuvent aller dès l'aménagement, mais aussi préconisations de gestion, donc améliorer les itinéraires techniques, même si on n'est pas des experts, nous, au CEN, on n'est pas des experts agronomes, mais la Chambre est là pour ça. Et, ou gestion des espaces justement non cultivés, notamment ici dans l'Hérault, 80% de la SAU, c'est de la viticulture. Toutes les vignes sont entourées par des tournières et des chemins qui souvent sont nettoyés exactement comme l'enterrant. Et donc déjà faire une gestion différenciée entre les tournières et l'enterrant, ben, ça permet de créer justement ces milieux favorables à la biodiversité. Donc voilà, ça c'en est un. Après, récemment, on a lancé un projet, on a été financé par l'Union européenne avec un gros projet qui s'appelle Life Biodiv Paysanne. Et ce projet consiste, pareil, la dynamique c'est un peu la même. C'est un projet sur 6 ans. Et on commence par un diagnostic qui est bien plus complexe que celui des biodivaux. Il n'y a pas que l'analyse, l'évaluation des IAE, mais aussi des inventaires protocolés de la biodiversité sous la ferme pour identifier des enjeux environnementaux particuliers, patrimoniaux, on dit, donc des espèces rares ou des choses comme ça, ou des habitats aussi en voie de disparition, et une enquête agro-socio-écologique. Et la synthèse de tout ça, ça nous permet justement de faire des préconisations qui sont co-élaborées, co-décidées avec l'exploitant, bien évidemment. Et l'objectif, c'est de rester réaliste. Donc, euh, voilà, donc ben, forcément, l'implication de celui qui va les mettre en œuvre, est essentiel. Et voilà, c'est la troisième année des projets. On est à la phase de mise en œuvre. Les diagnostics ont été terminés cette année. Les plans de gestion, les notices de gestion, nous, on les appelle, mais en gros, un plan d'action de mise en œuvre a été décidé, validé à la fin de cette année. Et l'année prochaine, on commencera par les travaux voilà, des mises en œuvre.
Voilà. Super, merci. Et Et je peut-être, pourrais continuer. Il y oui, en a pardon. d'autres, mais voilà. Est-ce que bah, tu peux y aller aussi? Moi, je voulais peut-être aborder les projets de tram verte et bleue, qui sont des solutions qui sont de plus en plus développées ces dernières années. Je le sais parce que j'ai bossé un peu sur ces sujets-là. Je sais pas trop, enfin ici dans le sud, parce que moi j'ai bossé dans le nord, là, dans un parc naturel. Mais je sais qu'il y a beaucoup de projets qui sont mis en place pour essayer de remettre bah, des mares ou des haies sur certaines exploitations. Et du coup, ben, comment vous voyez ça, vous, peut-être toi, Sébastien, ou Elsa, sur vos parcelles où vous êtes un peu dans des grands champs céréaliers? Est-ce que vous voyez ben, que ces solutions-là, elles sont mises en place vraiment par les agriculteurs ou... Alors, qu'elle soit mise en place par les agriculteurs, ça, c'est pas forcément évident comme ça. Parce qu'en fait, nous, on est dans un système de la vallée du Rhône. Là où on est, le Plan de Valence, ça reste quand même très céréalier. L'orientation, ils sont sortis de l'arboriculture et ils sont allés aujourd'hui vers principalement le maïs quand c'est irrigable ou le blé. Et du coup, les besoins en haies, c'est pas si évident que ça, quoi. Donc, on a besoin de grosses machines, de grosses surfaces. Et le déploiement de la haie, de l'agroforesterie, ça reste quand même très, très timide. Et par contre, nous, sur la ferme, eh bien, c'est un enjeu qui est déterminant, parce qu'en fait, en gros, ce qu'on a essayé, et pour essayer de relancer les écosystèmes dans le système agricole, ben, en fait, on s'est appuyé sur des règles d'écologie, tout simplement, que sont la connectivité et la diversité des habitats. Et la connectivité, dans le monde paysan, ça reste quand même ben, soit des arbres, donc dans tous ces états, ça peut être de l'arbre isolé, ça peut être de la haie, ça peut être du bosquet, ça peut être des choses comme ça. Il faut quand même qu'on garde des espaces cultivables, hein. Donc on ne peut pas non plus déployer une forêt. Mais donc du coup, c'est de l'interparcellaire. Et, et il faut que tout soit connecté. Et donc la connexion, eh ben, c'est quelque chose d'assez fondamental. Nous, on a la chance sur la ferme d'être encadré par deux ruisseaux, dont un ruisseau qui a été identifié. Pour autant, la haie restante, c'est vraiment, il reste plus grand-chose, mais ça a été identifié dans différents documents d'urbanisme. Il y a un SCOT sur notre territoire qui a identifié ça comme une trame verte et une trame bleue. Scott, peut-être... C'est un schéma de cohérence territoriale, d'aménagement du territoire. Et donc, du coup, ça nous amène à être aussi dans une communauté de communes. Et tout ça, en fait, bah, il y a des politiques qui se mettent en place petit à petit. Et finalement, eh ben, alors nous, on était hyper motivés pour faire de la connectivité sur notre ferme, pour le retour du sauvage, hein, justement, hein. Et en s'appuyant avec les collectivités locales, en allant les voir, en leur disant, ben, nous, on est prêts à créer des réseaux de mares, à créer des réseaux de haies. Bah, là, les collectivités, elles étaient enchantées parce que la plupart du temps, les paysans, ils ont pas envie de faire ça, quoi. Quand on va les voir pour déployer des mares, nous, on a dit, ben, allez, on part sur un projet, on va essayer de faire 17 mares, une mare à l'hectare. Sur une zone, là, il y a 17 hectares, on fait 17 mares. Bah, là, la communauté de communes, elle s'en est emparée directement et elle a pu justement rebondir avec des financements, avec un projet là qui s'appelle le Marathon de la biodiversité. Je crois que c'est actif de partout en France, ce truc. Et là, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont créé une nouvelle trame qu'ils appellent la trame turquoise. C'est une espèce de connexion, c'est un peu ils ont imaginé ça, c'est la trame bleue, la trame verte, et ben allez, on est au milieu, c'est la turquoise. Et avec ça, bah, l'agence de l'eau est allée à fond les ballons. Ça nous a valu la visite du directeur de l'agence de l'eau qui est venu à la ferme inaugurer les premières mares. Ah ouais, non, c'est la classe, hein. Et du coup, eh ben, 17 mares financées par l'agence de l'eau sur la ferme. Et donc, du coup, on s'est appuyé sur du coup, des questions d'écologie et puis et aussi des moyens qui parfois peuvent être déployés, nous ont permis de le faire. Si on avait voulu le faire nous-mêmes, ça, on n'aurait jamais pu le faire. On aurait difficilement trouvé le temps de le faire et puis les financements, quoi. C'est des choses qui sont assez chères. Par contre, voilà, les réponses, elles sont spectaculaires derrière et ça vaut vraiment le coup. Et ça inspire des agriculteurs aujourd'hui
dans la volonté de vouloir créer des réseaux de mares sur les fermes et pas une mare ou deux mares. Faire de l'abondance, ça fait vraiment la différence. C'est c'est pas une pub pour l'abondance, le fromage de l'abondance, hein. Super, bah, je te remercie. Ça fait une belle transition là, du coup, pour la deuxième question, où en fait, là, on voit que ben, il y a beaucoup de solutions qui émergent et qui sont mises en place. Mais la question, c'est un peu ben, comment généraliser ça, faire aller ben, les agriculteurs dans ce sens-là, parce qu'il y a des financements qui peuvent être mis en place, des choses comme tu disais, Cristiano, ou des projets tram vert et bleu, etc. Mais comment essayer de généraliser ça à l'échelle ben, un peu plus nationale et comment vous voyez la chose d'allier un peu les systèmes, les modèles ou les systèmes agroécologiques et la viabilité économique et la préservation de l'environnement, quoi. Je ne sais pas qui veut se lancer. Elsa, tu as l'air. Ouais. Allez. Euh, Moi, enfin, sur les infrastructures agroécologiques, alors moi au début, ce mot, je ne l'utilisais pas, je ne savais pas ce que ça voulait dire et je le trouve assez moche. J'ai... Oui, ouais, ouais, parce que j'ai l'impression que, il y a plein de choses qu'on peut faire qui coûtent absolument rien, qui sont assez simples à faire et qui prennent pas forcément beaucoup de temps. Alors nous, les haies, par exemple, l'idée, c'est pas de faire venir une structure qui va nous aider à planter des haies et qui va coûter super cher. Et il va falloir faire un dossier de demande de subvention, etc. Mais juste, on va récupérer, là, j'ai passé l'été à planter des piquets à côté de petits arbres que j'ai identifiés. Et puis cet hiver, moi, je vais aller les déterrer et puis les planter sur une parcelle qu'on a récupérée il y a 2 ans, où il n'y a rien. Par exemple, on a récupéré des tuiles du voisin qui défaisait son toit et puis Sébastien a pris le godet du tracteur puis il a fait des tas de tuiles sur toute la ferme. Ça n'a pas coûté grand-chose en fait. Quand on taille quand on taille le verger, et ben, les branches, soit on peut les broyer ou alors on peut faire des tas de branches en milieu de verger, en bord de verger. En fait, il y a plein de solutions qui sont très peu onéreuses et qui demandent peu d'argent, c'est du low-tech, c'est la même chose. Alors, vous en avez peut-être entendu parler des ouvrages castor mimétiques où on va essayer de relever un peu le niveau de la nappe d'eau, de réouvrir, de réensauvager, entre guillemets, des ruisseaux en faisant des ouvrages et en mimant un castor. Et en fait, on fait ça en chantier collectif avec des copains. Ça dure une journée, c'est sympa. Et on aura utilisé une tronçonneuse, quoi, au grand max, et des petits bras et nos mains. Donc ça, il y a ça, moi, qui me parle beaucoup plus que d'aller monter un dossier de subvention. Moi, enfin, des trucs comme ça, j'en ai horreur, quoi, parce que j'ai pas envie de passer du temps devant l'ordinateur en tant que paysanne. Et après, on a créé il y a quelques années sur la ferme avec d'autres fermes qui nous entourent, une association qui s'appelle les Fermes Paysannes et Sauvages. Aujourd'hui, on est 20-25 fermes, il y en a une dizaine qui vont entrer encore dans le réseau. Il y a de tout, il y a des tout petits maraîchers sur des micro-surfaces, il y a des céréaliers, des paysans boulangers qui font 60-70 hectares de céréales. On a des éleveurs, on n'a pas beaucoup d'arbres. Et en fait, c'est tous des paysans et paysannes, souvent en bio, mais pas que, qui viennent nous voir en voyant qu'il y a un problème de déclin de biodiversité agricole, qui voient qu'eux ont un territoire, qui peuvent faire quelque chose, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, et qui viennent chercher conseil, en fait. Donc, le budget de l'association est de 50 euros à l'année, donc il coûte rien, c'est nous qui l'animons. C'est les paysans et paysannes de l'asso. Enfin, c'est vraiment une asso de paysans et paysannes et naturalistes fait pour les paysans et paysannes, quoi. Et donc, il y a quelques naturalistes qui passent un peu du temps avec nous. C'est vraiment du plaisir et ça avance. Ça fait vraiment plein de choses. Donc, on a des thèmes de l'année. L'année dernière, c'était le thème des serpents, je crois. L'année d'avant, c'était le thème de l'eau. Il y a la première année, c'était les bandes enherbées. Chacun devait identifier une bande enherbée sur sa ferme et ne pas y toucher jusqu'à l'automne et puis l'observer. On fait plein de choses en fait. On fait vraiment, on fait venir des experts qui viennent parce qu'en fait, ils trouvent ça extraordinaire de parler à que des paysans et des paysannes
On est allé gratter, cette année c'est les bousiers, donc on est allé gratter, on est tous à quatre pattes dans une prairie, à gratter dans des bousses de vache et à s'extasier devant le petit bousier qui part en courant quand on l'attrape. C'est ce qu'on fait en fait, et ça coûte pas d'argent, ça coûte un peu d'énergie, mais chouette, enfin, c'est vraiment sympa. Voilà, c'était pour ma partie. Super. Paul, est-ce que tu veux parler un peu de ce thème-là? Je vais vous parler par rapport, par exemple, à la viabilité. Dans la question d'Arthur, elle revient. La viabilité économique par rapport à l'agriculture. Moi, dans mon cas précis, on est diversifié, on est sur une structure de 80 hectares où on a une production viticole, céréalière et plantes aromatiques. Et ce qui est très important dans l'agroécologie et surtout dans l'agriculture, c'est ce côté de diversification. Parce qu'on se retrouve avec des productions, des fois, des années où, par exemple, au niveau viticole, avec la sécheresse qu'on connaît actuellement, c'est de plus en plus compliqué. Grâce aux plantes aromatiques qui demandent moins d'eau et qui sont un peu plus valorisées, on arrive à s'en sortir grâce à cela. Ce qui est aussi, qui est très important dans la viabilité économique, c'est surtout la production de produits qu'on a sur notre exploitation, c'est d'être un circuit court qui est très important et aussi de le valoriser. La valorisation est assez importante. Ensuite, au niveau de la production et au niveau de la production responsable, ce que je trouve très important, c'est au niveau des méthodes de culture. Par exemple, au niveau des céréales, nous, on est vraiment basé sur la rotation des cultures. Par exemple, je vais vous donner, on commence la première année avec l'installation d'une féverolle. Ensuite, on installe un blé et ensuite, en troisième année, on installe un seigle, ce qui permet l'amélioration, la qualité du sol, tout en amenant des apports nécessaires aux cultures et qui permet, en valorisant et surtout, d'améliorer encore notre problématique, c'est on revient à l'eau. En utilisant des vieilles variétés de céréales, ça permet aussi d'avoir des rendements plus importants et, euh, et vraiment intéressants au niveau de notre production. Voilà. Et ensuite, au niveau côté environnement de ta question, euh, toutes ces productions, on cherche l'amélioration et la qualité du sol en utilisant le moins d'intrants possible au niveau bio. C'est pour ça que, par exemple, sur l'exploitation viticole, on utilise des engrais verts en utilisant la féverolle qu'on sème en octobre et qu'ensuite on disque au mois de mai. Et avant le passage, de semer la féverolle, on fait passer un berger qui fume les terres. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai vu en utilisant tous ces engrais verts, c'est la restriction d'azote, l'apport d'azote dans mes cultures. Voilà, par rapport à ça. Je te remercie. Est-ce que Catherine, tu veux peut-être rebondir là-dessus? Je viens là. Oui, je vais aussi rebondir là-dessus, mais en expliquant peut-être un peu plus la particularité de Terre de Liens, donc, qui est un mouvement national qui repose sur trois piliers: une société foncière, une fondation et une fédération d'associations à l'échelle régionale. Et donc, la mission que se donne Terre de Liens, c'est d'acheter des fermes pour des paysans, pour une agriculture paysanne, c'est-à-dire sur des productions justement diversifiées, sur des fermes qui ne sont pas forcément des fermes énormes, des fermes qui sont à une échelle plus individuelle. Et quand quand on trouve des fermes qui sont de grande taille, éventuellement difficiles à prendre pour des fermiers individuels, oui, parce que ce qu'on fait, donc, c'est qu'on achète des fermes et ensuite on s'engage
à les préserver en tant que terres agricoles et on les loue à des gens, à des fermiers qui n'ont pas les moyens d'investir et de bloquer tout ce capital que constitue la terre. Donc une fois que le fermier prend sa retraite, évidemment, la terre sera cédée à quelqu'un d'autre, mais la ferme est garantie, préservée comme agricole. Mais ce que je voulais dire d'important par rapport à la question de l'agroécologie, c'est qu'on constate qu'on a de plus en plus, et on peut aider facilement à ça, de groupes d'agriculteurs qui se mettent ensemble pour avoir des activités différentes sur une même ferme, avec une part d'entraide, de partage, de mutualisation. Quelque part, ça revient un peu à votre système. Vous avez diversifié vos cultures, mais là, c'est par exemple quelqu'un qui, sur une partie, est agriculteur et paysan boulanger, un autre qui fait du maraîchage, un troisième qui fait un élevage de porcs, etc. Et donc ça aussi, ça participe à la fois à l'aspect de biodiversité, puis à la fois à l'aspect soutien économique dans la ferme, parce qu'on a aussi en plus, de plus en plus, c'est vraiment un système émergent et qu'on voit sociologiquement, on appelle ça les non-issus du monde agricole. On a de plus en plus de gens qui ne sont pas issus, qui ne sont pas des descendants de fermiers et de paysans, et qui vont partager une vie sur un territoire, éventuellement même, y compris en faisant autre chose, de la menuiserie, de la poterie, voilà. Et je pense que ça permet à la fois de retrouver une échelle plus paysanne euh, quand on a des exploitations qui ont atteint une taille, puisqu'il faut savoir que non seulement on a perdu à peu près 20% de nos terres agricoles en 10 ans, mais en plus, chaque ferme qui se crée est de plus en plus grande, donc de moins en moins accessible à des individus sans capitaux, sans moyens. Voilà. Et ensuite, on a un certain nombre de nos fermes qui sont aussi avec des sortes de contrats avec le conservatoire des espaces naturels et donc avec des suivis agroécologiques et de la biodiversité. Euh, du coup, donc sur les questions d'intégration, tiens, euh, d'intégration, un système économique local, etc., sur les questions de semences paysannes. Euh, du coup, en fait, si on revient un peu dans le temps, donc le mouvement des semences paysannes, il a commencé avec des collectifs locaux militants, avec un travail bénévole qui consistait donc à faire de la prospection, récupérer des variétés, des variétés dites anciennes sur les territoires, monter des réseaux de multiplication, faire de la formation, de la sélection participative, plein de choses comme ça. Donc tout ça sur du temps bénévole, avec des modèles économiques. Enfin voilà. Et ça, c'est des collectifs paysans, donc c'était du temps en plus pour les personnes qui le font. Donc économiquement, c'est assez fragile. Euh, euh, et qu'est-ce que je voulais ajouter? Euh, Et aussi, rien que en fait, le fait d'employer des semences paysannes, donc au-delà de juste l'animation de ces collectifs, en fait, ça peut poser. Enfin, c'est complexe, ça peut être complexe parfois parce que ça peut nécessiter d'adapter les itinéraires techniques, donc les pratiques agricoles pour certaines variétés. Ça peut aussi nécessiter de nouveaux des outils adaptés, donc qui ont été développés pour. Donc ça, c'est un peu les contraintes qu'on peut rencontrer. Et, euh, et du coup, et aussi parfois pour justement le temps en fait d'intégrer les semences paysannes dans ses pratiques, ça peut on peut avoir une production plus faible pendant un certain temps, enfin selon avec quoi on part et en termes matériels et, et aussi de semences. Euh, et du coup, si on part plutôt sur les solutions, euh, du coup, je vais rebondir sur la question du foncier, euh, qui peut en fait, enfin, ça peut être un poids assez fort quand on veut s'installer. Donc déjà, on va devoir acheter le foncier. Enfin, certaines personnes vont devoir acheter le foncier, donc on va peut-être, enfin,
se faciliter la vie pour tout le reste. Potentiellement, on ne va pas forcément diversifier, enfin, utiliser des semences paysannes spontanément. Mais si, par exemple, on passe par une foncière où le foncier va être moins cher, enfin, on va être en location et avoir des prix peut-être plus réduits selon la foncière. Pas toujours. Peut-être que c'est des frais. Mais en tout cas, ça ne demande pas un investissement fort dès le début. Pas l'investissement. Après, il y Voilà. a un fermage qui est défini par un arrêté préfectoral, donc qui est le même pour tout le monde par département, Mm. qui est pris ni plus bas ni plus haut que le marché, de même que nous, quand on achète ni plus bas ni plus haut. Mm. On achète après évaluation par la SAFER. Mm. Voilà. En tout cas, une foncière qui veut valoriser des pratiques agroécologiques pourrait être plus apte à louer, enfin, pourrait permettre de louer des. Donc, ce que j'ai oublié de dire, Ouais. excuse-moi Théo, Mm. c'est que très important, c'est que la particularité, c'est que nous ensuite, ce fermage, se fait selon ce qu'on appelle un bail rural environnemental. C'est-à-dire que les paysans ont l'obligation de cultiver en bio. Voilà. Donc ça, c'est absolument, on ne peut pas y déroger. Euh, et, euh, et ensuite, nos fermes sont suivies. Je veux dire, en tant que propriétaire de la ferme, c'est pas un contrôle, c'est un échange au moins annuel avec tous nos paysans sur comment la ferme se développe, quels sont les aménagements éventuellement nécessaires, complémentaires, quelles sont les problématiques. Enfin, il y a un vrai accompagnement, en plus d'autres accompagnements qui peuvent se faire dans le cadre d'un réseau d'acteurs, qui sont tous les acteurs de l'agriculture paysanne, qui s'appelle le réseau Impact, et qui comprend les ADR, les CIVAM, Solidarité Paysan, et Terre de Liens, et d'autres éventuellement structures selon les départements. Euh, du coup, donc je reprends sur les potentielles solutions, en tout cas qui permettent d'intégrer des semences paysannes dans des pratiques agricoles. Donc il y a aussi donc, le développement d'outils adaptés, donc qui peuvent être ensuite mis en commun, notamment avec des associations comme l'Atelier Paysan, donc il y a des projets là-dessus. Euh, et aussi le développement de filières, donc qui peut être notamment impulsé par les collectivités. Donc ça, il y a des projets comme ça, notamment vers Rennes, où les collectivités territoriales enfin, ouais, créent la demande pour, euh, pour des euh, productions agricoles et qui vont permettre de diversifier, enfin qui vont potentiellement enfin, chercher à avoir une plus grande diversité variétale adaptée au territoire. Et aussi, puisque ces collectifs, parfois, ils vont pas avoir toujours la force, et le temps de multiplier certaines des variétés. D'ailleurs, enfin, ils vont perdre parfois certaines variétés. Et donc, il y a en ce moment donc, une initiative dans laquelle je suis impliqué, qui s'appelle Tiers-Div, donc pour tiers-lieu sur la biodiversité cultivée, et qui consiste à essayer de faire du lien entre ce qu'on appelle les banques de gènes, donc les banques de semences, il y en a une à Montpellier notamment, qui consiste à conserver des semences, euh, et donc qui pourraient potentiellement servir à faire des sauvegardes. Enfin, voilà, quand on a plus le temps et l'énergie de multiplier un lot de semences, il pourrait être stocké un temps. Euh, voilà, donc c'est discutable. Et Ouais. si je peux me permettre, Théo, Ouais. pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce qu'il n'y a pas des conflits potentiels tu vois, entre l'INRA ou enfin, tu vois, qui des fois développent des banques de graines OGM, enfin, faites pour résister, et ces trucs-là de semences paysannes, comment c'est vu ça, et est-ce qu'il n'y a pas petit... Eh bien, il y a des raisons légitimes à se méfier, du coup, potentiellement ben, de ce qui se, enfin, de, enfin, de ce que pourrait faire la recherche scientifique, puisque, en effet, enfin, la recherche travaille avec l'industrie. Il y a un travail commun pour développer des nouvelles variétés. Mais en tout cas, ce qui concerne les banques de gènes elles-mêmes, si on pense juste à l'infrastructure, enfin un gros frigo dans lequel on stocke et on ressort les variétés, les lots régulièrement pour les remultiplier pour qu'ils aient une capacité à germer, et ben, en gros, c'est dans ces banques de gènes, dans banques de semences, il y a plusieurs noms, plus ou moins jolis. euh, on conserve des variétés populations, donc c'est-à-dire c'est comme une population sauvage de plantes. On va récupérer
enfin, c'est pas des lignées pures sélectionnées par la recherche, ni de EGM. C'est des lots de semences qui ont été récupérés sur les territoires auprès de paysans paysannes. Euh, voilà. Merci. Eh ben, je sais pas si quelqu'un veut rebondir, sinon on peut passer à la... Tu Moi, veux? j'avais, Vas-y, j'avais Christian. envie de dire quelque chose, même si ce n'était pas prévu, Tu peux y et aller. on est vachement déjà en retard. Mais je trouve que voilà, des viabilités, on parle de viabilité des entreprises agricoles. Et voilà, certaines choses, j'aimerais juste résumer et souligner certaines choses. On a parlé d'abondance, on a parlé de semences paysannes, donc des richesses génétiques. Tout ça, et on a parlé voilà, de mettre en relation les différents ateliers sur la ferme, de trouver une fonction à tout ce qu'on fait sur la ferme. On a parlé des petits gestes qu'on peut faire, comme des petits tas de pierres. Et voilà. Euh, En fait, l'agroécologie est quelque chose de complexe, mais c'est pas compliqué, hein. Euh, c'est pas compliqué, c'est vraiment un besoin il y a besoin effectivement voilà, d'avoir plus de conscience en ce qu'on fait et d'être plus conscient de ce qu'on fait, de réfléchir plus à ce qu'on fait et comment on le fait de réfléchir à l'amont et à l'aval, de connecter les différents éléments qui sont sur notre ferme, des éléments et des acteurs qui sont à l'extérieur de notre ferme, parce qu'on peut ne pas être capable de gérer un troupeau, d'avoir un troupeau, mais il peut y avoir un troupeau à côté de la ferme qui peut interagir avec ma ferme. Voilà, je ne sais pas si Paul a parlé de ces variétés locales, voilà, de favoriser les variétés locales qui lui coûtent pas forcément, qui lui coûtent moins cher pour les faire germer, qui donnent sans doute moins, mais qui lui demandent aussi moins de travail pour produire. Et donc, si en fin de compte, on tire les sommes, eh bien, les revenus de la ferme sont les mêmes. Et si on se met à calculer les avantages écologiques qu'on a pu accumuler grâce au moins de travail qu'on a fait, eh ben, en fait, on est gagnant. Sauf que, euh, sauf que les avantages environnementaux qu'on gagne, on ne les comptabilise pas. Et donc, dans un monde où on évalue un système agricole en fonction de sa rentabilité ou de sa productivité, eh bien évidemment, voilà, on produit moins et donc on pense que c'est moins rentable. Alors, pas du tout. Parce que voilà, finalement, j'ai travaillé moins, j'ai enrichi mon sol, j'ai un sol qui va me durer un siècle à la place de me durer 10 ans et après devoir faire des miracles pour sortir quelques cantos de blé par hectare. Et voilà, donc en fait, il faut changer de perspective, justement, comme disait Elsa, il faut changer la façon de penser. Une fois qu'on commence à penser au fait qu'un sous-produit d'un atelier peut me donner un entrant pour l'autre atelier, eh ben là, il y a un monde qui s'ouvre, des connexions à faire qui sont illimitées. Vraiment, c'est notre créativité. Et là, la seule limite, c'est notre créativité. La nature nous offre tout ce qu'on a besoin. Merci beaucoup pour cette synthèse. Et du coup, on va passer à la dernière question qui est, du coup, bah, après avoir abordé un peu tout ça, la question c'est quel métier et quelle formation bah, on peut penser pour accompagner cette transition vers l'agroécologie. Et je sais que bah, autour de la table, vous avez des parcours très différents et que vous avez tous fini plus ou moins par arriver un peu à l'agroécologie. Et donc, bah, peut-être parler aussi un peu bah, de votre parcours et de comment vous en êtes arrivé là et quelles formations peuvent être mises en place pour essayer d'accorder un peu ça. Est-ce que Paul, tu veux te lancer? Vas-y. Alors moi, mon parcours, il est simple. J'ai fait un BTS GPN au cours d'Hydro. Au-delà de cette formation, on a fait pas mal de visites et on est allé voir pas mal d'acteurs sur le terrain au niveau agroécologique. Par exemple, on est allé voir Terre du Pic au Pic Saint-Loup. C'est un domaine qui est en biodynamie,
qui produit sur une superficie de 5 hectares un vin en biodynamie avec une production très importante, enfin une faible production, mais qui est vraiment raisonnée et qui est valorisée, parce que c'est lui-même qui valorise sa production. Ensuite, on est allé au monastère de Solan, où ils sont aussi sur des projets agroécologiques et qui sont vraiment sur une superficie assez importante avec des productions fruitières, viticoles et fruitières, viticoles et du maraîchage aussi. Voilà. Et ensuite, ce qui m'a permis aussi de m'orienter dans ça, c'est aussi les stages que j'ai fait. J'ai fait des stages dans un domaine viticole qui s'appelle la Prat de Marie, qui est proche de chez moi, qui est en production bio, qui utilise aussi des méthodes de traitement au niveau viticole avec des plantes, des décoctions, et qui surtout qui est dans une recherche d'engrais verts en rotation qui est très importante. Et voilà, tout ce cheminement m'a permis de m'installer il y a 2 ans. Voilà. Sébastien, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours et de comment tu en es arrivé là? Moi, j'ai fait des études agricoles, mais pas pour être paysan. En fait, j'ai fait un bac agricole et un BTS agricole à Aix-en-Provence en production végétale. Donc, j'étais dans la chimie, moi. J'ai appris la protection des cultures. Voilà. Et après, j'en suis parti pour me retrouver à faire mon armée dans le civil, à la LPO, et j'y suis resté pendant 20 ans. Voilà. Je suis devenu ornitho, je suis revenu à Montpellier, j'ai fait un EPHE à Montpellier EPHE, 2, l'école pratique d'autres études, ça existe, je pense toujours, c'est OCEF, ça, en écologie. Et puis en fait, en 2006, mon grand-père décédant, mon père héritant des terres, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai pensé être paysan à ce moment-là. Et l'aventure a commencé un peu comme ça, quoi, Bon, après, c'était basé sur le fait que ça faisait déjà 10 ans à la LPO que je travaillais sur la question des oiseaux dans les milieux agricoles et c'était peut-être là l'opportunité de concrétiser quelque chose, quoi. Voilà. Et de se dire, ben, tiens, en étant paysan, là, il y a des terres, il y a des choses à faire. Bah, je vais peut-être pouvoir faire, ça va peut-être, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose où je vais en mesurer l'impact. Ce qui n'est pas forcément évident quand on est dans les assos, quoi. Des fois, on fait beaucoup de choses et on a du mal à se rendre compte de l'effet de notre action, quoi. Voilà, bon, ça, c'est mon parcours. Après, après, nous, on voit hein, dans les gens qu'on côtoie dans notre réseau de paysans du bassin versant, bah, il y a tous les schémas, quoi. Mais il y a un truc déjà qui est nécessaire, c'est qu'il faut avoir une capacité agricole pour être agriculteur. Voilà, ça, c'est obligatoire. En gros, bon, maintenant, le BTS GPN, ça marche plus. Ça a perdu la capacité agricole. Mais en gros, il faut faire soit des études agricoles très classiques, un bac agricole ou un BTS agricole ou une école d'ingénieur. Et là, vous obtenez la capacité de vous installer en tant que paysan, agriculteur, ce que vous voulez, en tout cas, d'avoir un numéro de SIRET à la MSA et de pouvoir y aller. Si vous n'avez pas ces capacités, parce que vous avez fait des études, vous n'avez pas fait d'études agricoles, Elsa, c'est ce qu'elle a fait. Vous pouvez reprendre l'école en étant adulte et faire à ce moment-là, on s'appelle déjà un BPREA, hein, un BPREA. Donc là, c'est les lycées agricoles qui permettent aux adultes de faire une formation initiale courte, hein, ça dure 1 an, et qui donne cette capacité. Et après, Ouais. après, il y a aussi la possibilité de valider. Moi, en fait, je ne l'ai pas fait le BPRA, il dit n'importe quoi. Je l'ai fait, Ah, t'as commencé. je l'ai fait en VAE, en fait, parce que j'avais un statut de conjointe collaboratrice depuis plus d'un an. Et du coup, j'ai fait une validation des acquis d'expérience. Donc, j'ai monté un dossier de 30 pages et puis je l'ai présenté. J'ai eu un oral et puis voilà, je me suis fait accompagner par une nana du lycée agricole. Mais ça marche aussi pour le salariat. Je pense que si on est salarié depuis plus d'un an au milieu agricole, on a la possibilité de faire ça aussi. C'est des ponts, quoi. Bon, ça, c'est pour accéder, parce qu'en fait,
contrairement à ce qu'on peut-être, on imagine peut-être, en tout cas, tout le monde ne le sait pas, c'est quand même très très encadré le fait de pouvoir être agriculteur. Il y a une réglementation, il y a beaucoup d'aides. Vous avez tous entendu parler de ça. Il y a beaucoup d'aides pour les agriculteurs, mais c'est très conditionné tout ça. Voilà, c'est très conditionné. Il faut rentrer dedans. L'accès au foncier est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il y a des contraintes absolument colossales. Ça fait partie de aussi comment devenir paysan. C'est déjà, il faut trouver des terres pour être paysan. Ça, c'est le truc le plus dur, quoi. En gros, il y a deux solutions, quoi. C'est soit vous êtes fils de paysan et vous reprenez la suite. Ça se passe plutôt pas trop mal, mais bon, il y a des problèmes avec les parents à gérer. Mais globalement, vous avez les terres. Soit vous devez ben, voilà, commencer votre chemin de croix pour essayer de trouver quelque chose. Mais n'imaginez pas que vous puissiez partir de rien et aller et vous retrouver comme ça parce que vous avez envie de faire céréalier dans la Beauce, vous retrouver dans une ferme dans la Beauce. Ça va être très très dur. Par contre, il y a des métiers de l'agriculture qui sont plus faciles, plus accessibles parce que ça nécessite moins de foncier. Et puis, il y a effectivement des opportunités avec. Là, nous, dernièrement, bah, Terre de Liens a récupéré la ferme d'un de nos voisins qui était une grosse ferme, enfin une grosse ferme, un truc à une centaine d'hectares, avec plein de voisins, avec des dents très très longues qui pensaient que à s'agrandir. Lui, il voulait pas, donc il a fait ça avec Terre de Liens, c'est très bien. Et ça a permis l'installation, par exemple, d'un céréalier qui est d'origine brésilienne. Le mec, il déboule du Brésil, il est boulanger au Brésil. Il vient en France pour se former à la boulangerie française. Et finalement, il commence à s'intéresser à l'agriculture et il part dans des formations. Et puis, il répond à l'appel Terre de Liens. Ça marche pas au début. Et puis, finalement, ça y est, il est installé. Je peux vous dire, pour les voisins, c'est l'hallucination totale, quoi. C'est un mec qui est déjà paysan, il vient du Brésil, quoi. Ben, pour nous aussi, ça nous apporte un. Donc, des fois, il y a des espèces de petits miracles comme ça. Mais quand même, globalement, nous, tous les paysans qu'on connaît, c'est des paysans qui ont soit repris sous forme de reprise familiale et qui ont fait des études agricoles vraiment dans cet objectif-là, soit des parcours de combattants après avoir fait plein d'autres métiers. Et puis à un moment donné, et souvent, c'est des maraîchers, souvent, c'est des petites fermes. Voilà. Mais parfois, ça aboutit à des trucs pas croyables, hein. Et puis, et puis aussi, il y a un truc qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a des agriculteurs qui partent à la retraite et qui ont des fois envie de s'associer pendant un temps pour transmettre la ferme. Et là, les transmissions comme ça, rentrer dans des projets existants, ça permet à certains de rentrer dans le métier et d'accéder à des choses comme ça. C'est pas forcément si évident que ça. Voilà. Je voudrais juste ajouter à ce que vient de dire Sébastien, que j'approuve tout à fait, c'est que en effet, c'est très difficile de trouver des terres, mais ce qui devient encore plus difficile maintenant, c'est pour les paysans qui veulent s'arrêter de trouver des repreneurs, puisque la plupart des enfants n'ont pas forcément envie. Et donc, c'est très difficile de trouver ce qu'on appelle des porteurs de projets. Et donc, nous, à Terre de Liens, c'est l'autre versant de notre activité. On cherche des terres, mais on cherche aussi des porteurs de projets. On n'achète pas de ferme si on n'a pas des porteurs de projets identifiés, sélectionnés, avec un projet solide à tout point de vue, que ce soit du point de vue de la culture comme du point de vue économique. Voilà. Oui, allez. Je voudrais juste rajouter dans les métiers qui tournent un peu autour de l'agriculture, il y a aussi, nous, du coup, tous ceux qui sont ingénieurs agronomes ou pas que, mais qui ont cette espèce de double casquette naturaliste ingé, ou qui ont un lien à l'agriculture et qui ont une forte connotation naturaliste ou écologue. Ça, nous, c'est des gens qui, pour nous, sont des vraies ressources aussi et qui sont hyper importantes. Et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y a les fermes paysannes et sauvages. En fait, on est fédéré par une association qui existe à l'échelle française qui s'appelle Paysans de Nature, qui a commencé en Vendée et qui a commencé par des naturalistes souvent de la LPO qui sont devenus paysans et qui ont géré un peu leur exploitation comme on gère des réserves naturelles. Donc en fait, c'est des métiers qui se rejoignent souvent, quoi, et qui sont
enfin, ça répond vraiment à des gros enjeux. Donc, c'est hyper intéressant de voir un peu les liens qui peuvent être faits entre les deux casquettes. Merci Elsa. Est-ce que Cristiano, tu veux... Je sais que tu as eu un parcours assez atypique, donc tu peux nous en C'est parler un peu. vrai, c'est vrai. Et après, je conclurai par une petite blague, rappelle-moi. Et, et oui, voilà, moi, j'ai fait des études en sciences naturelles à Rome, donc voilà, j'ai des bases d'écologie assez fortes. Et après, la vie m'a amené en Afrique et ça m'a détaché des animaux et ça m'a rapproché des hommes. Et donc, j'ai travaillé là-bas dans les ONG, dans le développement, dans des projets de développement pendant 15 ans, et pendant laquelle j'ai coordonné ou participé à différents titres à des projets de développement rural, substantiellement du pastoralisme, de l'agroforesterie en milieu aride, gestion de l'eau, énergie renouvelable, etc. Et donc, j'ai pas fait voilà, j'ai appris sur le temps, on va dire, hein, quand tu es coordinateur, tu n'es pas spécialiste, mais il faut quand même que tu saisis donc, de quoi on parle, quoi. Et, euh, et ensuite, les dernières 4 années, j'ai travaillé pour une ONG kenyane en tant que consultant privé pour accompagner des petits projets euh, agricole, voilà, pour soit de la production vivrière, soit de la production exportation, encore une fois, principalement en milieu aride. Et, euh, et c'est là que je me suis spécialisé en agroécologie, en permaculture, en agroforesterie. Et, et après, je suis rentré en France et en France, j'avais du mal à valoriser toute cette expérience sans avoir, disons, un papier reconnu par les autorités françaises. Et donc, j'ai fait une école de BTS en génie écologique au CFPA d'Angers, hein, la seule école à l'époque qui permettait de faire un parcours de génie écologique de 10 mois. Et ben, voilà, c'est dans le cadre de cette formation que j'ai répondu, j'ai postulé pour les scènes. Et là, ça a été l'amour à première vue. Et voilà. Et oh, voilà, je suis vite, j'ai eu ouais, un coup de foudre et j'étais vite intégré à l'équipe. Et en plus, il y avait ces pôles agroécologiques qui s'est créé. Je suis vraiment tombé au bon endroit au bon moment. Et la petite blague que je voulais faire, c'est que justement par rapport à ces problèmes d'accès à la terre, retourne à l'agriculture paysanne, aux semences paysannes, aux variétés anciennes et tout ça, il faudrait peut-être faire quelques études de politique parce qu'en fait, c'est la politique agricole nationale qu'il faut réformer. Et donc, si vous n'êtes pas prêt à monter sur un tracteur, vous pouvez devenir politicien pour voilà, accompagner justement ceux qui ont les forces et l'envie de monter sur un tracteur. Eh ben, bon courage pour ça, je crois. Eh ben, super, merci. Il y a plein de thèmes qu'on pourrait aborder, mais on va passer un peu aux questions du public voilà, pour avoir un peu d'interaction avec vous, s'il y en a d'ailleurs. Sinon, moi, j'ai plein de questions, donc vous gênez pas. Vous parliez tout à l'heure à Terre de Liens des coopératives agricoles, enfin des fermes communes, je ne sais plus quel terme vous avez dit. Les Collectives. collectifs Ouais. agricoles. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant, puis, enfin, pour plein de personnes qui ont envie de travailler dans l'agriculture plus tard, mais qui veulent des vacances et des week-ends. Pourquoi? Enfin, moi, j'ai une question pour les personnes qui sont dans l'agriculture là, aujourd'hui. Est-ce que vous voyez des freins à ce type d'installation sur votre ferme, enfin ce type de modèle? Euh, Pourquoi? Est-ce que vous l'envisagez? Pourquoi non? Et éventuellement, quel avenir pour ce type de modèle vous voyez? Enfin, pour tout le monde, mais surtout pour les agriculteurs et agricultrices. Aux collectifs agricoles. Ben, déjà, il faut trouver les bonnes personnes pour s'associer parce que s'associer dans l'agricole, je pense que c'est très compliqué. C'est très, très compliqué, notamment dans l'élevage. Là, vous pourrez en parler davantage.
parce que au niveau par rapport à l'élevage, je pense que on n'a pas, il y a pas souvent ils peuvent pas souvent prendre de vacances, avoir leur week-end. Moi, je vois au niveau associatif ce qui se passe, des fermes qui s'associent entre elles pour pouvoir avoir un peu plus de temps. Je pense que c'est vraiment par rapport à l'humain et par rapport aux différentes personnes. Ça, c'est propre à chacun. Je pense qu'il n'y a pas un modèle vraiment propre à se dire, bon, mais on suit ce modèle, on va s'associer avec ces personnes. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Ce Voilà. que je peux dire de l'expérience que je connais de Terre de Liens sur le sujet, c'est que le collectif, bon, en général, il faut qu'il préexiste et que ce soit des gens vraiment qui sont motivés pour l'expérience collective. Ensuite, le collectif, c'est ce qu'on voit émerger maintenant, c'est relativement nouveau. C'est un peu la version colloque d'étudiants urbaines maintenant dans les champs. Il existe à des niveaux qui peuvent être très diversifiés. Ça peut être quelquefois seulement sur l'accès à la terre, et ça peut aussi être sur l'exploitation, la culture. Ça peut aller jusqu'à la vie communautaire, mais pas forcément. Je veux dire, il y a plein de formes, il y a plein de structures possibles. Et donc, en ce moment, il y a tout un programme à la fois national qui s'appelle Agricole. Et puis, nous, on organise dans le cadre du réseau Impact avec ces autres acteurs dont j'ai parlé de l'agriculture paysanne des journées, des ateliers, des après-midi de discussion, de débat, de présentation d'expériences. Donc on est dans quelque chose qui émerge, en particulier de gens, comme je le disais, qui sont non issus du monde agricole et qui ont envie de trouver d'autres formes de partage, de travail, d'accès au foncier, de production. Voilà, c'est très, c'est créatif, c'est innovant. Il y a pas, voilà, il y a plein de sujets sur lesquels on peut partager en collectif. Donc, il faut se saisir du sujet si on a envie de faire ça et trouver des gens avec qui on le fait. C'est vrai qu'on a, entre autres, deux expériences, nous, assez fortes et un peu anciennes, sur des collectifs agricoles qui sont installés sur des terres de liens. On en a un qui marche très, très bien depuis 10 ans. C'est des gens qui sont venus ensemble, qui avaient envie de faire du collectif et ça tient et ça dure et ils font évoluer leur truc eux-mêmes. Et puis on en a un autre qui s'est... Parce que là, on n'avait pas de collectif au départ, on a acheté quelque chose de très grand, trop grand pour une seule personne ou un seul couple, et on a agrégé des gens. Et là, le collectif, pour l'instant, il a mal fonctionné. Il a mal fonctionné. Alors, on espère il va repartir, mais en fait, on sait qu'il faut qu'il parte aussi des gens eux-mêmes. Je pense que ça, en fait, c'est la leçon qu'on a appris, qui est très importante. Ça peut marcher, mais ça ne marche pas seulement si on cherche à le faire à tout prix nous-mêmes. Et donc, on est nous-mêmes là, enfin, à Terre de Liens, dans le Gard, sur une proposition aussi d'un grand domaine. Ben, on est en train d'y réfléchir parce que voilà, il faut qu'on trouve un collectif. Et c'est pas nous qui allons le fabriquer parce que sinon ça va pas marcher, je crois. Je crois que ça, c'est la leçon qu'on. Bon, après on verra, je sais pas ce qu'on fera, mais Ouais, nous, sur les collectifs, nous, enfin, moi, ça fait donc un bout de temps que je suis installé. J'en ai vu plein, des collectifs qui se sont. On en voit plein, on en a plein. Et on voit bien que là, il y a il y a un niveau, la question de la gestion du collectif, c'est un autre truc qui se rajoute au travail de la ferme, quoi. Et c'est extrêmement, ça a l'air extrêmement compliqué en vrai. Nous, il y a très peu de collectifs qui tiennent sur le long terme. On voit souvent des choses qui partent, des gens qui font des énormes efforts pour travailler ensemble, pour trouver des solutions, de nouvelles gouvernances. Mais ça reste quand même quelque chose de très compliqué, visiblement. Et après, travailler en couple, c'est déjà travailler en collectif. Et ouais, on travaille à deux, quoi. Et même ça, déjà, c'est un sacré challenge d'arriver à arriver, voilà, à continuer à fonctionner dans la vie privée et en même temps au boulot. Mais c'est une force, on le voit aujourd'hui. Enfin, quand on travaille à plusieurs sur un site, eh ben, on a plus de capacité, bah, par exemple, à s'organiser, quoi. Mais on ne s'organise pas de la même manière quand on est en couple.
Par exemple, on ne prend pas forcément les vacances au même moment, tout le temps. Enfin, il faut se dire un truc, c'est que quand on est paysan, c'est un métier qui est particulier, quoi, hein. C'est tout, mais il y en a plein des métiers particuliers, en fait. Quand vous avez des animaux, ben, vous avez des animaux, c'est comme ça, mais vous trouvez des solutions. Là, les brebis, en ce moment, c'est l'agnelage. Ben voilà, c'est ma mère qui s'en occupe un petit peu en ce moment, quoi. Mais on sait qu'on a deux, trois petits problèmes à la ferme en ce moment. Voilà, on peut pas faire autrement. Mais si vous êtes en laitier avec une traite matin et soir, là, c'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas venir ici, quoi. À ce moment-là, il faut repartir. Donc, je dirais que voilà, le collectif, c'est quelque chose qui est très particulier et le travail à la ferme, ça l'est aussi. Mais c'est ce qui fait le truc, quoi. Après, des fois, il n'y a pas juste du collectif, mais il y a de l'entraide. Nous, on a des copains maraîchers et en fait, quand un couple part en vacances, c'est l'autre couple qui gère les récoltes et la vente et tout, en fait, et vice-versa. Et donc, ça marche aussi. C'est comme pour les brebis, quoi. Si on n'a pas de brebis chez soi, mais il y a le voisin qui les a, ben, et je pense qu'il faut aussi, en fait, c'est à chacun de trouver sa solution. Il y a des collectifs qui marchent et je pense qu'il faut surtout pas voir une exploitation agricole comme quelque chose de figé, mais ça évolue. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent et ça évolue sur des dizaines d'années. Donc, Olivier. J'ai une double question, hein, en fait, elle est symétrique. Alors, Elsa, tu n'as pas précisé ton parcours, mais je vais le déflorer tout de suite. Donc, tu es de formation initiale, tu es ingénieur écologue. Donc, je voudrais juste savoir, aujourd'hui, dans ton exercice, voilà, dans tes activités, le projet plus global que tu as conduit, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant, enfin, d'utile pour toi dans cette formation initiale? Et la deuxième question, Émeric, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à moi, le responsable de cette formation, pour peut-être mieux accompagner et préparer des écologues qui demain voudront aller rapidement sur la partie agricole, hein, et au sens production, pas simplement au sens assistance à, hein, je ne dis pas ça péjorativement, hein, mais ça on le fait, mais c'est vraiment ceux qui vont jusqu'au bout comme toi. Ouais, voilà, la deuxième question, comme je, ouais, mais comme je sais, moi, c'était il y a plus de presque 20 ans. Alors moi, ce que vraiment m'a apporté la formation IEGB, c'était, moi, je suis hyper forte pour gérer des projets. Alors les monter, les suivre, enfin, je pense que j'en vois du lourd là-dessus, quoi. C'est voilà, le réseau des fermes paysannes et sauvages, c'était beaucoup moi au départ, maintenant un peu moins, mais puis enfin après j'adore ça, hein, je m'éclate. Puis un regard dans la globalité sur des analyses de causes, effets, etc. Une crédibilité aux yeux de certains aussi, d'avoir bac plus 5, c'est pas rien. Il y a des gens qui nous écoutent pas si on n'a pas bac plus 5. C'est con, hein, mais voilà. Et après, je pense que à partir du moment où on veut s'intéresser au milieu agricole, eh ben, il faut y passer du temps parce que c'est quelque chose qui est très complexe. Enfin voilà, Paul, lui, il est né dedans. Moi, je suis pas né dedans. Et ben, je viens de passer 10 ans à rattraper ce que j'ai pas eu enfant, quoi. Là, nous, on a 3 enfants. Ben, ils conduisent déjà les tracteurs. Ils viennent au champ avec nous. Voilà, ils ont des connaissances que des fois presque les mêmes que les miennes. Donc, je pense que c'est ça. Y passer du temps, y passer beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, il y a tout un vocabulaire aussi qui est lié au monde agricole, qui est très spécifique au monde agricole. Si on commence à parler en jargon agricole, on décroche la moitié de la salle. Donc, je pense que des choses comme ça, de mon petit point de vue. Mm. Moi, si je peux me permettre, pardon. Ouais. Vas-y, juste au niveau de la formation, bah, on fait plein de trucs de gestion de projet, comme disait Elsa, mais on n'est pas énormément sur le terrain avec les. À parler, en fait, moi, je le vois, j'ai pas plus la vision naturaliste parce que j'ai bossé sur des projets où on était en lien avec les agriculteurs sans être moi-même agriculteur. Mais c'est vraiment se mettre à leur niveau et leur parler bah, comme eux, ils comprennent, quoi. Parce que si on leur parle qu'avec des termes d'ingénieurs, ben, les mecs, ils n'ont pas trop confiance dans ce que tu dis. Et donc, il faut vraiment se mettre à leur niveau. Et c'est peut-être ça qui est le plus important, en fait, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer les acteurs et de savoir vraiment ben, les problématiques qu'ils ont, eux, sur le terrain, quoi. Voilà, pardon, Sébastien. Ouais, non, mais moi, je veux juste compléter parce que Elsa, on s'est rencontrés en cours de parcours. Et Elsa, elle est arrivée sur la ferme avec
peu d'assurance sur la question de la pratique de l'agriculture, quoi. La conduite des engins, la connaissance. Mais en fait, le bagage qu'elle avait lui a permis d'acquérir très rapidement cette vision les besoins qu'a un paysan. Parce qu'en fait, un paysan, il y a plein de paysanneries possibles, il y a plein d'agricultures possibles. En tout cas, l'agriculture, nous, qu'on pratique sur notre ferme, euh, on a besoin d'avoir une vision un peu globale, puisque on a décidé de maîtriser l'amont et l'aval, donc de la production à la vente. Donc c'est quelque chose qui est un peu complexe finalement par rapport à si vous êtes en coopérative et vous allez livrer une production et on peut vous aider même à la production. Nous, l'aide, on n'en a pas tant que ça finalement, puisque notre système, il n'est pas propice aux techniciens agricoles des coopératives qui viennent vous positionner des choses pour après récupérer des produits, puisque nous, on se débrouille. Elsa, elle a très rapidement eu la capacité de comprendre tout ça. Donc, je pense que les formations, la formation que vous enseignez, elle forme des gens qui sont aptes à connecter directement et à comprendre le truc. Euh, Et du coup, ce qui lui manquait, c'était la pratique, en fait. Et donc, du coup, après, la pratique, c'est une question d'assurance, parce que conduire un tracteur, quand vous avez le permis de conduire, vous savez conduire une voiture, en fait, vous savez conduire un tracteur, en vrai. Un tracteur, je veux dire, c'est aussi simple qu'une voiture. C'est même plus simple qu'une voiture. Mais c'est la même chose, en fait. Et après, c'est juste des nouveaux trucs, des nouveaux rapports de volume, mais il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et donc, ça veut dire que derrière, peut-être que vos étudiants, il faut peut-être les envoyer sur une ferme, tout simplement. Non, non, mais les envoyer dans une ferme faire un stage, je sais pas, chez un mec qui fait du lait, et qui va faire, vont faire la traite, ils vont se confronter à vraiment un truc de production, voilà, où là, pendant une semaine, 15 jours, ils sont là-dedans, et du coup, eh ben, l'expérience se rajoute à la à la formation initiale, et je pense que ça, c'est quelque chose qui serait vraiment, qui apporterait de l'assurance pour les étudiants. Moi, je le vois comme ça, quoi. Il y a une chose en Italie pour laquelle on vous a dépassé, à part les vins, les fromages, les pains, et, c'est les pâtes, la pizza. Non, non, blague à part. Un jour, je disais, pour blaguer avec des copains, on refaisait le monde, et on s'est dit, moi j'ai eu l'idée, en fait, on devrait remettre en place, quand il y a eu toutes ces histoires qu'on perd 50% des agriculteurs dans 5 ans. Voilà, il n'y a pas qui veut reprendre des fermes, l'accès à la terre, c'est compliqué, tout ça. Et se dit, bah, en fait, c'est un savoir. Moi, j'ai vu qu'en Afrique, j'ai vu la perte du savoir, hein, savoir utiliser les plantes locales et tout ça, ça se perd à une vitesse. Comme on dit, chaque fois qu'un vieil meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, un truc comme ça. Eh ben, pour les savoir-faire agricoles, c'est exactement la même chose. Ici, on est en train de perdre les savoir-faire, de produire notre propre nourriture. C'est paradoxal. C'est pour cela que je vous disais, la politique agricole française et européenne, j'ai envie de dire, c'est pas mondial, il faut la revoir de A à Z. C'est clair et net, ça, hein. C'est seulement les politiciens qui ne se rendent pas compte de ça. Et, voilà, donc j'ai l'idée, hein, en fait, à la place de faire les services militaires, il faudrait faire les services civiques alimentaires, c'est-à-dire envoyer tous nos jeunes qui sortent des écoles ENA à payer comme un service civique, à apprendre à produire la nourriture chez un paysan. Et comme ça, justement, effectivement, les savoir-faire, tu l'apprends que sur la ferme. Les savoirs, les livres, ils sont partout aujourd'hui, jusqu'à quand quelqu'un ne décidera pas de les brûler tous. Les livres sont là, la littérature est là. Par contre, les savoir-faire, voilà, ça, tu l'apprends que de quelqu'un qui te montre comment on fait et sur l'état, hein. Il y a pas photo, c'est pas un mystère, quoi. Et nous, voilà, donc en Italie, surprenamment, avec le gouvernement de droite dont j'ai honte, voilà, d'en parler même, eh ben, ils ont mis en place ça.
un an après, je lis sur les journaux, et voilà, ça y est, service civique alimentaire. Donc aujourd'hui, des jeunes peuvent décider de faire leur service militaire, donc déjà de faire un service civique et de faire un service civique dans le monde agricole et accompagner un agriculteur un an pour apprendre le métier. Voilà. Il y a un truc, quand on est paysan, on se rend compte assez rapidement, c'est qu'en fait, on a besoin de savoir très fort. Et en fait, mais en vrai, on va pas avoir une expérience si importante que ça dans notre vie d'agriculteur. Parce que, vous voyez, par exemple, bah, je te souhaite une longue vie, mais peut-être que tu vas faire paysan pendant 40 ans et tu auras semé 40 fois seulement du blé dans ta vie. Tu n'auras fait que 40 saisons de blé. Et en fait, réfléchissez si vous êtes, je sais pas, si vous voulez faire, je sais pas, du patinage artistique, la pirouette, vous la répétez pas 40 fois pour arriver à réussir et à maîtriser complètement le truc. Vous la répétez, la répétez, la répétez. Et puis dans le métier, c'est toujours pareil, les exercices. Quand on apprend une leçon et tout, souvent c'est long, on fait 15 ans d'anglais avant d'arriver à dire trois mots et tout. Et bien là, le blé, vous le semez 40 fois dans votre vie. C'est-à-dire 40 fois, vous attaquez la saison, vous sortez votre semoir, vous allez chercher vos semences, vous les mettez, vous semez. Et puis merde, je me suis planté, il y a un truc qui déconne. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Et en fait, les expériences, vous ne pouvez pas en faire tant que ça. Le truc, vous changez vos assolements, vous le faites deux, trois fois dans votre vie, puis ça s'arrête là, hein. Si vous commencez à changer tous les ans, vous n'allez jamais rien maîtriser, quoi. Et donc, du coup, bah, ces trucs-là, voilà, il faut déjà arriver avec un peu de compréhension pour arriver à rentrer là-dedans. Si vous arrivez, ça reste quand même un métier où il y a, pour le coup, un savoir-faire initial un peu nécessaire, quoi. Vous ne pouvez pas arriver comme ça en mode, allez hop, je plante des vignes. Et moi, je ne sais pas faire les vignes, je peux pas, quoi. C'est impossible. Je ne peux pas l'inventer, je ne peux pas l'imaginer. Je ne sais pas comment il faut faire. Il faut commencer à aller apprendre un truc pour pouvoir. Ça paraît pas, mais du coup, vous êtes obligé de démarrer avec un petit bagage et après, finalement, vous n'allez pas en avoir tant que ça de l'expérience, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que- Ouais, Bonsoir. Moi, j'avais une question peut-être un petit peu plus politique. J'ai l'impression que l'agriculture aujourd'hui est beaucoup influencée par des gros industriels et des lobbies, et que du coup, c'est peut-être difficile, je ne sais pas pour vous ou des agriculteurs que vous connaissez, est-ce que quand on est d'une agriculture conventionnelle, est-ce qu'il est difficile d'en sortir quand il y a autant de pression et j'ai l'impression que c'est un peu fermé, notamment à cause des lobbies. Est-ce que c'est difficile d'en sortir? Voilà, tout simplement. Ouais, enfin, moi, je veux bien, hein. Bah oui, de toute façon, l'agriculture aujourd'hui, en France, il y a carrément il y a deux modèles qui se côtoient, en fait, et qui se regardent. Il y a le modèle dominant, qui est un modèle filière longue, avec des gens qui sont ben, dans un système qui consiste à alimenter en matière première des coopératives, soit en raisin, soit en céréales, soit en fruits. Et puis vous faites votre travail et là vous êtes complètement engoncé parce que derrière il y a un cahier des charges qui est très précis. Il y a toute une corde de technico-commerciaux. Vous imaginez pas. En fait, le gars il décide pas grand-chose en fait, hein. Même on peut aller même jusqu'à l'extrême où les gars, ils sont ce qu'on dit en intégration. En intégration, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour un groupe industriel. Ça se fait énormément chez nous en volaille, ça, où le bâtiment, il vous appartient. C'est vous, vous endettez pour acheter un bâtiment. Et puis après, derrière, c'est une entreprise qui vient mettre les poulets, qui vous amène l'aliment, et vous avez un technicien qui vous suit. Et vous faites le travail dans votre bâtiment et vous êtes payé à la tâche, en fait, hein. Donc, du coup, vous êtes payé tous les mois. Enfin, vous êtes payé à la bande de poulets produite, mais les poulets ne vous appartiennent pas. Ça, c'est vous êtes en intégration. Vous voyez, il y en a qui vont jusqu'à l'extrême de ça. Et puis, et donc, ça, c'est clairement influencé par toutes les politiques agricoles aujourd'hui, notamment la PAC. C'est principalement à destination de ce modèle-là. Il faut savoir quand même que jusqu'à aujourd'hui, la politique agricole en France,
elle a principalement subventionné les céréaliers, pas tout le monde, hein, du coup, hein, les céréaliers, les éleveurs bovins, les éleveurs caprins et les éleveurs ovins. Voilà. Tous les autres, ils n'avaient pas de PAC, hein. Donc en fait, c'est que aussi un certain mode, enfin, certaines productions qui sont aidées, qui sont très conditionnées par tout ça. Et après, vous avez le petit modèle des fermes qui sortent de ça, qui essaient de se débrouiller. Donc en fait, un peu comme toi, voilà. Et donc ça veut dire vente directe, ça veut dire. Et là, c'est la jungle en fait. Vous tombez dans quelque chose où c'est le sens inverse, quoi. C'est-à-dire que vous êtes plus accompagné. Alors maintenant, il y a des assos qui se montent, il y a des CIVAM, pour aider. Mais vous êtes tout seul, en fait. Parce que vous ne pouvez pas aller à la coopérative toquer en disant toc, 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 il faut m'aider, quoi. En fait, vous ne vendez pas là. Donc, on ne vous aide pas, quoi. Donc, à vous de vous débrouiller et de réintégrer et d'intégrer des nouveaux réseaux. Et voilà. Mais pour les gros, c'est hyper compliqué d'en sortir. Parce qu'une fois que vous avez une fois que vous avez l'investissement, enfin tout le matériel qui est en place pour, je sais pas, vous êtes céréalier pour la coopérative, vous avez 500 hectares de d'orge colza blé dans le bassin parisien pour sortir de ça, c'est pas évident, quoi. Quand vous avez 500 000 à 600 000 € de matériel à rembourser, ben, tout ça, c'est voilà, pareil. Si vous avez 200 vaches, vous êtes à la coopérative, vous sortez pas de ça comme ça, hein. C'est impossible, hein. Économiquement, c'est impossible. De toute façon, les gars, ils ont des traites à payer qui sont trop importantes pour pouvoir sortir et être réformés comme ça. C'est pour ça que le choix d'investissement, le projet initial conditionne quand même pour très longtemps les fermes. Je vais rebondir sur, par exemple, les coopératives. Les coopératives, il faut savoir que, par exemple, sur une coopérative céréalière, ils vous vendent les semences, ils vous vendent les produits phyto et ils vous récupèrent la céréale. Et c'est eux qui fixent en plus le prix. Vous êtes dépendant d'eux. C'est eux, et en plus, le prix est fixé avec les variations du cours de la bourse. Alors honnêtement, vous ne maîtrisez plus rien. Vous ne maîtrisez strictement plus rien. Et en plus, ce qu'ils ont installé sur les céréales maintenant, c'est pour les conserver. Avant, on pouvait les conserver, ceux qui voulaient les conserver avec des silos, et ils pouvaient les vendre au moment qu'ils voulaient. Maintenant, ils ont mis des règles sanitaires tellement strictes que quand vous récoltez vos semences, il faut directement les amener à la coopérative. Alors, dans tous les cas, vous êtes perdant. À l'arrivée, vous êtes complètement perdant. Et par exemple, sur les semences, ce qu'ils font, c'est qu'il faut récupérer toujours les semences de l'année. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous achètent la tonne, par exemple, 300 euros, ils la traitent, ils la trient, et derrière, ils vous la revendent 1200 euros pour que vous la semez. Le système, en gros, que vous travaillez que pour les coopératives. C'est pour ça qu'il faut, au niveau, surtout céréalier, viticole, c'est différent, mais au niveau céréalier, c'est très compliqué de passer en coopérative. À part si vous avez des rendements comme dans la plaine de la Beauce, où ils ont des gros rendements, et c'est autre chose, c'est un autre schéma. Mais sinon, la moitié des céréaliers, ils vivent grâce à la PAC. Concrètement, c'est ça. Bah, je te remercie pour ta question. Je sais pas comment tu t'appelles, mais on n'a pas trop abordé ce truc-là parce que vous êtes plutôt convaincu sur les bienfaits de l'agroécologie, tout ça. Mais en fait, un des plus gros enjeux, c'est comment tout ce monde conventionnel, il y a une espèce de barrière, un peu de mur, on le voit bien là en ce moment avec les manifestations, etc. C'est que même nous, en tant que plutôt écologue naturaliste, ben, on voit que c'est hyper compliqué et on ne sait pas trop comment aborder cette question-là de enfin, comment parler à ces gens-là et comment casser cette barrière un peu. Voilà. Alors, moi, c'est pas. Enfin, nous, parler à nos voisins conventionnels, on le fait, et puis c'est hyper important pour nous. Mais juste, parce qu'on a tenté un peu d'analyser autour de chez nous. Alors, ça reste encore une fois, on parle de nous, on parle pas, on fait pas des généralités, mais il y a eu des changements de modèle agricole. Nous, quand il y en a eu un dans une ferme, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une rupture à un moment donné, soit générationnelle. Donc, par exemple, Sébastien, c'était son grand-père qui était paysan, mais son père ne l'était pas. Soit géographique, on a des copains dont les parents étaient éleveurs de genre 50 vaches laitières ou gros céréaliers je sais plus quelle région. Et ils sont partis et ils ont remonté un projet agricole qui avait rien à voir avec ce que faisaient leurs parents,
Ou alors, bah, il y a des maladies qui font qu'on change, on se dit, on reprend, on part sur autre chose. Ou alors des reprises directes, mais de père à fille et pas de père à fils. Donc il y a une question de genre aussi qui fait que peut-être la rupture est plus facile. Enfin, je pense que ça, c'est des questions qu'il faut analyser un peu parce que ça nous donne des éléments de réponse de pourquoi nous, nos voisins, nous, on a un voisin céréalier en agriculture de conservation qui se pose des questions, mais il ne change pas. Enfin, il n'arrive pas à passer le cap. Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas? Enfin, c'est hyper compliqué comme question. Mm. Tu veux poser ta question, non? Eh ben, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste quelques minutes. On va pas... Oui, vas-y. Je... Combien pour cent à peu près, hein, combien pour cent l'agroécologie française produit en alimentation? Parce que moi, je suis brésilienne et chez nous, les paysans, ils produisent à peu près 77% de la nourriture du pays. Par contre, ce ne sont pas eux qui ont la terre. Ça, c'est fait par les sans-terre. E ceux qui ont la terre sont 4 familles pour le soja. E como vous le savez bien, cette histoire de, comment il s'appelle là, le Mercosul, il va vraiment prendre plus de terre pour le soja, parce que jusqu'à maintenant, on a eu déjà une dévastation forestière, que de savoir qu'on pourrait signer le Mercosul. E como ele vient d'être signé, donc on va perdre plus de forêt e plus de terre pour les paysans. Et en fait, 77% de notre nourriture est faite par le paysan. Pardon. Voilà, donc je me savoir pour avoir une idée de combien l'agroécologie, ou même les paysans français, produisent de nourriture pour le peuple français. Merci. Et je voudrais aussi vous féliciter pour votre courage. Question difficile, mais vas-y si Ouais, tu mais veux, j'ai Sébastien. quelques pistes. Déjà, la première, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que produit l'agriculture dominante en France? L'agriculture subventionnée. L'agriculture subventionnée en France, elle ne produit pas grand-chose en fait. En vrai, elle est exportatrice. Donc on exporte principalement euh, trois choses. On exporte du blé, on exporte du lait, du lactosérum, et c'est à peu près tout, quoi. On a une agriculture et de l'alcool et du pinard. Voilà, du pinard. Ouais, mais c'est bon, ça fait partie de la production agricole et du vin. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se nourrit pas avec tout ça. Il faut savoir un truc qui est encore plus hallucinant, c'est que le blé, on en réimporte la moitié du volume de ce qu'on exporte. Parce qu'en fait, en France, globalement, on fait du blé de mauvaise qualité. Et donc, on est obligé d'aller chercher des blés qui ont des forts taux de protéines pour compenser en fait nos blés qui sont déficitaires en protéines. Mais tout ça, ça reste quand même dans un objectif, en gros, c'est de faire des points de PIB, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle capte quand même 40% du budget de l'Europe. La France, c'est 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros du budget de l'Europe pour soutenir cette agriculture-là. Le reste des paysans en France, euh, en fruits, légumes, on est complètement devenu, on est dans les choux complets. On était un pays producteur de fruits et on a complètement perdu la filière. Pratiquement tous les fruits et légumes consommés en France sont produits en Espagne et en Italie, quoi. Nous, c'est ici. Les Espagnols ont pris 80% du volume du fruit à noyau français, quoi. Donc même européen. Avec des systèmes, des stratégies de production qui ont plus rien à voir. Les Espagnols sont devenus c'est des grosses fermes qui sont des fermes qui appartiennent à des propriétaires qui ne sont pas agriculteurs et qui, derrière, installent 2 ou 3 ingénieurs agronomes et font travailler de la main-d'œuvre pour
pour avec de la vocation d'exportation, quoi, ça. Et nous, du coup, ben, les produits arrivent moins chers et la filière ne peut plus fonctionner en France. Le reste de notre agriculture, ben, il y a une agriculture vivrière paysanne qui existe, qui alimente les marchés. Mais là, là-dessus, nous, on n'a pas de données aussi précises que vous, mais on n'a pas l'impression que cette agriculture-là, elle est en capacité aujourd'hui d'alimenter les marchés. Nous, ce qu'on voit, si vous visitez un marché en France, vous avez quand même, ou les grandes surfaces en France, bah, vous voyez que quand même une grande partie, c'est de l'import, quoi. On est une grande nation agricole et on a de l'import absolument dans tous les sens. Donc, on peut, dans certains endroits, nous, on est dans une région où on a la chance d'avoir une agriculture diversifiée et sur lequel il est possible de créer des projets de vente collective où vous avez tous les produits nécessaires produits par des paysans locaux. Mais ça représente, c'est epsilon, quoi. On a quatre dans le département, un département, il y a 10 magasins de producteurs, c'est tout comme ça, pour, je sais pas, 50 fois plus de grandes surfaces, quoi. Et les marchés, vous voyez, les marchés, beaucoup sont des revendeurs en fait, hein. Ce sont des gens qui achètent en gros et revendent. Les revendeurs de chez nous, ils descendent à Marseille au marché de gros. C'est du produit espagnol, italien, du Maghreb qui arrivent et qui sont déballés, réenvoyés sur les marchés. Donc nous, on est aussi dans des situations extrêmement compliquées, voilà, où tout a été déstructuré, hein. Dans, en fait, moi, la sensation que ça me donne, c'est que toute l'agriculture de subsistance, et il y a pas mal de projets, en fait, comme ça, de gens qui s'installent en se disant, on va faire une petite agriculture de subsistance qu'on va peut-être commercialiser sur des marchés locaux, mais qui sera d'abord pour nourrir la famille et alentour. Elle est complètement décrédibilisée en fait. Si moi j'arrive à la chambre d'agriculture, je dis je veux m'installer sur un projet d'agriculture de subsistance, on me rit au nez, quoi. C'est non. Déjà, du coup, tu n'auras pas accès à la terre, tu n'as pas accès à des aides à l'installation, etc. Donc il y a ce côté-là, il y a une décrédibilisation de ce type de projet. Du coup, j'en profite pour placer, il y a un groupe de l'Atelier Paysan qui est enfin, tout le monde connaît l'atelier paysan. C'est une SIC ou une SCOP. C'est une société qui est partie de Grenoble et qui, en fait, prône l'autonomie de la mécanisation, en fait. On se réapproprie la mécanisation, les outils pour se réapproprier la terre. Et dans ce groupe, à l'atelier paysan, il y a un groupe de travail qui s'appelle Féminisme, subsistance et autonomie paysanne. Et sur lequel on travaille notamment avec le mouvement des Sans-Terre au Brésil et qui justement replace l'agriculture dans ce qu'elle était, c'est-à-dire de la subsistance. Autrefois, on faisait de l'agriculture pour manger d'abord, pas pour exporter, pas pour vendre sur des marchés, c'était le surplus qu'on vendait. Et ça, en fait, quand on le remet au centre, ça nous donne à nous, ça nous redonne notre crédibilité. Parce que quand on est face à des voisins céréaliers, en conventionnel, moi, en tant que femme, moi, je n'ai pas de crédibilité. Et quand je me remets ça en tête, eh ben, je suis un peu plus droite dans mes bottes. Et ça, c'est hyper important, enfin, selon moi. Ouais. Merci. Voilà. Et puis pour remettre un peu de profondeur historique, en fait, l'agriculture qui est celle que vous dites et celle qu'on aimerait, nous, c'est l'agriculture de nos grands-parents, en fait. Nous, c'est la Seconde Guerre mondiale qui a détruit tout ça. C'est donc les politiques de modernisation de l'agriculture, avec toutes les conséquences, la destruction du foncier, le remembrement, la mécanisation agricole. Ça fait 50 ans qu'en France, c'est le rouleau compresseur, hein. Et donc, toute l'agriculture de subsistance, de basse-cour, fermière, de potager, de verger, tout ça, ça n'existe plus parce que toutes les structures de collecte qui permettaient de fonctionner, il suffit de savoir comment fonctionnait une ferme avant la guerre. C'est très simple. Mes grands-parents m'ont expliqué 100 000 fois. Tout le monde avait des poules dans sa cour, tout le monde avait des lapins.
tout le monde avait 3 chèvres, 2 brebis et 3 vaches. Voilà. Et la ferme, elle faisait 30 hectares. Donc, vous travaillez comme ça. Moi, je dis, mais comment les gens vivaient de ça? Ben, les gens, ils vivaient de ça. Ils vivaient de ça. Et toutes les semaines, il y avait le. Alors, celui qui ramassait les lapins, il s'appelait le pâtéro. Il y avait le pâtéro qui passait dans les fermes. Et vous sortez les lapins et vous mettez vos 3 lapins. Tous les jours, il y avait le collecteur de lait qui passait. Et il faisait toutes les fermes. Ça, c'était la petite paysannerie qui durait depuis la Révolution française et qui produisait et qui nourrissait et qui était riche et diversifié. Il y avait les semences paysannes, il y avait tout fonctionnait en autonomie. Et c'est à ce moment-là que les agriculteurs étaient les plus riches, hein. Ils avaient les capacités financières qui étaient finalement pas si faibles que ça. Mm. Et ça s'est tout arrêté quand on a décidé de moderniser l'agriculture, de mettre en place la politique agricole commune. Ce bouleversement, il a duré 50 ans, il continue. Et toutes ces fermes qui étaient en autonomie bah, n'ont plus lieu d'être, elles n'existent plus. Donc vous avez encore quelques basses-cours dans les fermes, mais en France comme de partout en Europe, vous avez des questions sanitaires qui font que aujourd'hui, si vous avez des poules dans votre cour et que vous êtes éleveur de poules, vous ne pouvez pas le faire. Si vous avez un canard à la ferme qui se nourrit pour, je sais pas, vous voulez élever des canards pour nourrir votre famille, si jamais il y a les services vétérinaires qui passent et qui voient un canard qui est pas loin des poules avec les questions de grippe aviaire, je peux vous dire que c'est directement très compliqué avec l'administration. Toute l'agriculture s'est spécialisée, toute l'agriculture est ultra réglementée et l'agriculture paysanne, c'est pas ça. L'agriculture paysanne, c'est la cohabitation des espèces entre elles. C'est une agriculture qui est hyper résiliente, mais qui produit peu. Mais l'agriculture d'aujourd'hui, elle est incapable de fonctionner avec ça. Elle est incapable de fonctionner avec ça. Donc, c'est extrêmement dur d'essayer de remarier, de Mm. remailler ce que vous dites. Nous, on aimerait, on essaye, mais on a l'impression vraiment d'aller à contre-courant. Merci Sébastien. On va prendre un mot de la fin parce qu'il va Mm. falloir vraiment qu'on... Il y a juste un film qui s'appelle Tu nourriras la terre, qui résume très bien justement l'évolution de l'agriculture française, la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la PAC d'aujourd'hui. C'est très, très, très bien fait. C'est des étudiants qui ont fait ça. Et donc, un projet pédagogique, ça pourrait être, pourquoi pas. Oui, voilà, très clair. Tu nourriras le monde. Ouais. Merci beaucoup, merci d'être venu, merci à nos intervenants pour cette belle discussion. Et on vous rappelle que demain, il y a encore des tables rondes qui sont mises en place. Demain à 18 h, on a pas mal de sujets, économie et politique, laisser faire ou agir. Et une troisième qui est... Anna, tu veux pas m'aider? Je ne me rappelle plus. Mais voilà, il y a le programme de toute façon qui est affiché là un peu partout. Écologie urbaine, voilà, tout à fait. Ben, merci d'être venu, on peut applaudir.